La parole est à Monsieur Gilles Savary, rapporteur de la Commission des affaires sociales. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, Madame la Présidente de la Commission des affaires européennes, chers collègues, qu'il me soit permis à l'ouverture de ce débat de rappeler ici le cheminement peu commun de cette proposition de loi. À une époque où l'on attise à nouveau sous 1000 prétextes les vieux démons de l'antiparlementarisme, il n'est pas indifférent qu'un texte comme celui-là donne à voir à quoi sert le Parlement et à quoi servent les parlementaires de ce pays. Cette proposition de loi trouve son origine dans l'unanimité politique qui a présidé à l'adoption d'une résolution européenne de l'Assemblée nationale sur la directive d'application de la directive détachement des travailleurs le 11 juillet 2013. C'est-à-dire qu'elle trouve son origine dans l'exercice de notre mission de contrôle parlementaire des législations de l'Union européenne, réaffirmée et renforcée par les protocoles 1 et 2 annexés au traité de Lisbonne. Elle en constitue en quelque sorte l'acte 2, puisque notre résolution européenne prescrivait en premier lieu que le gouvernement français adopte une position de fermeté à l'égard des articles 9 et 12, particulièrement controversés. Le 9 décembre dernier, le gouvernement, représenté par le ministre du Travail et de l'Emploi, Michel Sapin, arrachait contre toute attente le résultat souhaité par notre Assemblée. En second lieu, la résolution suggérait, devant l'accélération des pratiques de dumping social en Europe, que l'Union européenne aille au-delà de la directive détachement en se dotant d'une politique plus globale et de nouveaux outils juridiques de régulation sociale de la mobilité des travailleurs en Europe, si possible, dès la prochaine mandature. Mais conscients du temps nécessaire à une telle perspective, nous suggérions que la France renforce unilatéralement sa propre législation interne pour se protéger des dérives particulièrement déstabilisantes observées dans certains secteurs d'activité. La proposition de loi dont nous discutons aujourd'hui trouve précisément sa source dans cette intention, mais aussi, mes chers collègues, dans ce sentiment d'urgence. Avant d'en présenter le contenu, je voudrais remercier deux collègues qui sont à l'origine de cette histoire, Chantal Guittet, députée du Finistère, et Michel Piron, député du Maine-et-Loire. Mes remerciements ne seraient pas complets s'ils ne leur associaient la Commission des affaires européennes et sa présidente Danielle Leroy, qui nous a entourés de ses encouragements et de sa bienveillance, mais aussi tous les collègues de toutes les formations politiques qui en ont nourri la démarche de leur contribution et de leurs votes unanimes, ainsi que la Commission des affaires sociales, son rapporteur Richard Ferrand et ses membres, qui lui ont également accordé leur confiance à l'unanimité. De ce remarquable travail de contrôle est né le texte qui vous est soumis ce soir, non sans que le gouvernement et la Direction générale du travail en reconnaissent l'intérêt et le propulsent dans des délais records à l'agenda pourtant chargé du Parlement. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de prendre la mesure des dévoiements de plus en plus massifs et systématiques de la procédure de détachement des travailleurs auquel on assiste depuis quelques années. Le détachement est une pratique universelle et irremplaçable qui accompagne depuis des temps immémoriaux les échanges entre les économies nationales. Elle est familière aux ingénieurs, aux ouvriers, aux sportifs, aux cadres et employés, aux scientifiques, aux artistes, aux professions libérales qui sont envoyés en mission dans tous les pays du monde pour promouvoir les intérêts de la France. Du fait de son projet de création d'un grand marché intérieur auquel sont associées 4 libertés essentielles, dont la liberté de circulation des biens et des personnes, l'Union européenne, ou plutôt la Communauté économique européenne de l'époque, a dès 1996 éprouvé le besoin d'encadrer le détachement des travailleurs intra-européens de quelques principes forts. Sa définition d'abord, qui le caractérise non pas comme une immigration de travail classique, comme la France en a connu et s'en est nourrie au cours de son histoire, pour l'exploitation de ses mines de charbon ou son agriculture, mais comme une mission temporaire et non récurrente, correspondant à un besoin d'échange de savoir-faire ou d'expertise ponctuelle. Le principe du respect des conditions d'emploi et de travail du pays d'accueil, salaire minimum, régime de primes, de temps de travail, d'heures supplémentaires, de congés payés, de congés maternité. Le principe, enfin, du maintien de l'affiliation sociale du travailleur préalable à son détachement à la sécurité sociale du pays d'origine. Ce qui est en cause aujourd'hui et que nous avons relevé ici à l'Assemblée nationale, mais aussi au Sénat, à travers le remarquable travail du sénateur Éric Bocquet, c'est l'émergence encore soutenable, mais potentiellement dévastatrice,
de pratiques pernicieuses d'optimisation sociale en Europe et au-delà dans le monde, qui se traduisent par des abus et des fraudes de plus en plus sophistiquées au détachement, mais aussi par un véritable négoce décomplexé de travailleurs low cost. Si seulement 1,6% des emplois français sont actuellement occupés par des travailleurs détachés, dont au passage 18 500 Français domiciliés au Luxembourg, pour l'anecdote, l'effectif des travailleurs officiellement détachés en France s'est élevé en 2012 à 169 613 personnes contre 7 495 en 2000. C'est dire l'accélération qu'a connue le phénomène. De véritables filières de prestations de services se sont organisées à une vaste échelle pour dénaturer le détachement d'échange et introduire dans le paysage un détachement de dumping particulièrement préoccupant et délétère au plan social, économique et politique. Les élargissements de 2004 et de 2007 à des pays aux standards sociaux très inférieurs aux anciens États membres, mais aussi l'onde de choc de la crise de 2008, en ont constitué l'aubaine, à une échelle et avec une rapidité d'exécution qui n'ont pas de précédent. Le travailleur low cost, corvéable à merci, difficilement contrôlable, est devenu le nouvel esclave contemporain, ostensiblement proposé, loué sur les marchés, dans tous ses atours de fiabilité, de courage, d'endurance au travail, de coûts modiques et d'exigences sociales insignifiantes. De proche en proche, la concurrence entre les nations a trouvé dans la dépréciation du travailleur un nouveau facteur souvent décisif de compétitivité, indépendamment de la qualité du produit ou du service rendu. C'est en Européens fervents, engagés dans la construction d'une Europe conforme aux acquis démocratiques et sociaux de sa civilisation et au message des droits de l'homme qu'elle a inclus dans sa charte des droits fondamentaux, que nous refusons cette perversion mortifère de l'esprit et du projet européen. L'Europe de la compétition des travailleurs, de la guerre civile des droits sociaux, l'Europe où la pauvreté des uns fait le malheur des autres, cette Europe-là serait inéluctablement vouée à s'abîmer dans le rejet de nos peuples et dans les pires errements populistes. Cette proposition de loi n'est en rien hostile à l'immigration de travail, qui a tant apporté à notre pays, auquel elle a donné au cours des siècles des fleurons comme Turbomeca, Ensi et tant d'autres, alors que plus de 350 000 offres d'emploi ne sont pas satisfaites sur nos marchés de travail. Elle n'est pas plus hostile au détachement des travailleurs, nécessaire à nos économies et à leurs échanges, au point que la France détache actuellement plus de 300 000 travailleurs dans le monde, dont 75 000 en Europe. Mais elle vise à remettre le détachement dans son lit naturel, en déclarant résolument la guerre aux abus, aux fraudes, à la traite systématique de travailleurs low cost, à la concurrence inégale par dumping social et à leurs effets dévastateurs pour des secteurs entiers de notre économie. Cette loi se veut préventive et dissuasive, autant que curative, face à des fraudes de plus en plus sophistiquées et surtout à des coopérations administratives très inégales. Nos corps de contrôle et notre justice ont jalonné ce phénomène complexe et difficilement saisissable depuis la qualification de la première infraction en 1986 sur le sentier de la LGV Paris-Tours de jurisprudence édifiante. Grâce à ces décisions de justice, ainsi qu'au recul dont disposent nos corps de contrôle, Inspection du travail, URSSAF, MSA, Office central de lutte contre le travail illégal, on identifie mieux ce qui doit incomber à l'Union européenne de ce qu'il est permis de mettre en place au plan national, en parfaite compatibilité avec les textes européens. Nous avons avoir, mes chers collègues, l'ambition d'envoyer un signal de détermination absolue à refuser cette nouvelle traite de main-d'œuvre surexploitée qui nous rappelle celle d'un autre âge. Les mesures proposées par cette PPL poursuivent l'ambition de renforcer très sensiblement notre arsenal juridique et de placer la France à l'avant-garde européenne de la lutte contre la concurrence socialement inéquitable. Elles ont été guidées par un petit nombre de principes, celui d'eurocompatibilité, celui de réalisme et de proportionnalité, et enfin un principe de dissuasion par durcissement des sanctions. Le texte qui a été voté par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale comporte à ce jour 4 grands types de nouvelles mesures. La responsabilisation solidaire du donneur d'ordre et du maître d'ouvrage. Il s'agit du cœur de réacteur de ce texte, de sa mesure phare et d'une innovation profonde en droit interne. L'alourdissement des sanctions. Au moment où Michel Sapin envisage de mettre en place dans chaque région une brigade spécialisée dans la lutte contre le travail illégal et les fraudes complexes, la proposition de loi vise à améliorer considérablement les outils de dissuasion et de sanctions à leur disposition pour y faire face. La possibilité d'ester en justice pour les syndicats professionnels et les syndicats de salariés, permettant de poursuivre des infractions constatées sans que
les intéressés ou les ouvriers, qui sont souvent peu disposés pour des raisons que l'on imagine bien, n'aient l'obligation de le faire. Et enfin, des dispositions catégorielles qui concernent à la fois le BTP, mais aussi, et peut-être surtout, le secteur du transport routier, qui est plus difficilement saisissable du fait qu'il est en mouvement perpétuel entre les frontières et qu'il nourrit un détachement illégal du vecteur du transport international. Cette proposition, mes chers collègues, n'a rien consenti à la facilité ou à l'opportunisme. Ce n'est ni une loi d'appel, ni une loi cosmétique, ni une loi de témoignage. C'est une loi au sens le plus sérieux et le plus accompli du travail parlementaire, puisqu'elle trouve sa source et son inspiration dans cette Assemblée. Je formule le souhait qu'elle recueille ici le même assentiment qu'en commission et se traduise par le vote qu'en attendent les Français, au-delà des postures et des oppositions rituelles. Qu'il me soit permis de remercier le gouvernement de l'avoir compris et de lui avoir apporté son soutien en le manifestant par son inscription en procédure accélérée à l'agenda, pourtant très encombré de notre Assemblée. Je vous remercie. Merci.